ont un cerveau fatigué, des pertes de mémoire importantes. Qu'est-ce qui explique ça? Alors je dirais tout simplement que ces individus ont des facteurs génétiques, non génétiques, qui vont faciliter soit un vieillissement normal et sain, soit un vieillissement pathologique. D'accord? Tout d'abord, les facteurs non génétiques, c'est la nourriture, ce sont les conditions environnementales. Par exemple, dans le régime Crêtois, hein, c'est un régime qu'utilisent les habitants de la Crète, c'est un régime alimentaire essentiellement basé sur de l'huile d'olive, des légumes et des fruits frais et du poisson. Et on a constaté que ces personnes-là, chez les Crétois, on trouvait une population de centenaires bien supérieure à ce qu'on pouvait retrouver dans le reste de la population mondiale. Vous avez également des facteurs génétiques. On a pu observer que chez certains centenaires, eh bien, ils avaient une sous-expression de certains gènes. Notamment, il y a un gène qui est la polyprotéine, eh bien, qui, lorsque ce gène est exprimé de manière normale, induit soit des accidents vasculaires cérébraux, par exemple, ou alors encore des démences de type Alzheimer, etc. Eh bien, chez certains centenaires, eh bien, ce gène, par exemple, va être sous-exprimé, ce qui les met en quelque part à l'abri de pathologies cérébrales, par exemple. Alors, en ce qui concerne le vieillissement cérébral, il faut savoir que nous naissons avec un stock de neurones, d'accord? Et que ce stock de neurones, au fur et à mesure que nous allons prendre de l'âge, ce stock de neurones va diminuer. Pourquoi? Parce que les neurones ont perdu la capacité à se multiplier. Dans n'importe quelle autre cellule de l'organisme, une cellule mère donne 2 cellules filles. Les neurones ne se multiplient pas. Il existe des cellules souches dans le cerveau, et ces cellules souches peuvent se renouveler en neurones. Mais c'est une très faible quantité, et c'est au niveau de certaines zones, notamment au niveau de la mémoire. Donc pas dans tout le cerveau. Et donc ces neurones ne peuvent pas se renouveler de manière optimale, ne peuvent pas se multiplier, et donc tout simplement, en fonctionnement, ces neurones vont tout simplement arriver je dirais, en fin de cycle, puisqu'ils auront fonctionné et qu'ils seront arrivés à la fin de leur vie. Il faut savoir que lorsque une cellule fonctionne, eh bien, tout simplement, il peut y avoir des dégâts au niveau de l'ADN. Et donc, il faut qu'il y ait des réparations de cet ADN. Au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, ces réparations se font de moins en moins. Réparation de l'ADN, l'information génétique contenue n'est plus fiable, et donc il y a un déclenchement de suicide de la cellule. D'accord? Et comment se fait-il que ces personnes, j'ai rencontré une centenaire de 106 ans, arrivent à garder cette vitalité d'esprit? Alors, quel serait alors le secret ou le mode de vie que l'on peut adopter pour avoir gardé une lucidité d'esprit le plus longtemps possible, enfin, qu'il soit le plus long possible? Est-ce qu'on peut agir, nous, sur notre vie, est-ce qu'on peut agir sur notre longévité, sur la longueur de notre vie, par notre comportement, par nos modes de vie? Bien sûr. Alors, tout d'abord, pour ces personnes, je leur dirais d'avoir un bon chromosome 21. D'accord? Parce que c'est sur le chromosome 21 qu'on va retrouver beaucoup de gènes qui, en dégénérant, par exemple, ces gènes vont entraîner des démences ou des maladies, par exemple. Ensuite, je leur dirais également qu'ils doivent avoir un comportement. Le premier comportement à avoir, c'est une bonne nutrition. Privilégier absolument l'utilisation de poissons, ne pas faire d'abus de viande rouge, par exemple. Utiliser beaucoup de produits très riches en oméga 3. L'oméga 3, c'est une graisse qui participe en fait à la construction des neurones. Et dans le poisson, dans certains poissons, on en trouve beaucoup d'oméga 3, dans les œufs aussi. Privilégier, bien évidemment, la consommation de légumes et de fruits frais pour l'apport en vitamines, puisqu'il faut savoir que certaines vitamines participent au fonctionnement cérébral, d'une part, et puis d'autre part, avoir une activité physique très importante. Cette activité va entretenir le tonus musculaire le plus longtemps possible, et puis surtout, faire une grosse réserve cérébrale. Alors, qu'est-ce qu'une réserve cérébrale? C'est tout simplement, tout au long de sa vie, ne pas arrêter de faire des apprentissages.
Parce que si le stock de neurones que nous avons ne va pas évoluer, par contre, les petites connexions entre les neurones, ça, nous pouvons faire en sorte que ces connexions soient plus denses, plus nombreuses. Et plus ces connexions sont denses, et plus la réserve cérébrale est importante. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura une pathologie qui va survenir, eh bien, cette pathologie, bien sûr, elle sera là, mais l'évolution sera beaucoup plus lente parce que les neurones auront établi des milliards et des milliards de connexions. Alors, comment établir ces milliards de connexions? Favoriser les apprentissages. C'est-à-dire que tout au long de sa vie, faire des mots croisés, c'est bien, mais apprendre en même temps une nouvelle langue, c'est encore mieux. Favoriser les interactions sociales. Le cerveau adore que les gens aient un dialogue social, que les gens se touchent, se manipulent. Pourquoi? Parce que le contact, eh bien, induit une multiplication des contacts synaptiques. Il suffit de voir, par exemple, l'exemple quand, par exemple, une rate allaite son petit, eh bien, la représentation corticale de la mamelle pendant cet allaitement devient exponentielle au niveau cérébral. Donc le contact, c'est très très important pour densifier un peu ces contacts. Une chose aussi qui est vraiment très triste, c'est que beaucoup de personnes croient que lorsqu'elles partent à la retraite, qu'elles vont se reposer et elles vont se couper du monde. C'est une erreur monumentale. Au contraire, partir à la retraite laisse justement plus de loisirs à aller au contact, à adhérer à une association, à monter des projets, à s'impliquer, à s'occuper de ses petits-enfants. Je sais que beaucoup de personnes à la retraite se disent, bon ben, maintenant que je suis à la retraite, les petits-enfants, non, les petits-enfants, ça crée de la vigilance, ça crée de l'attention et ça crée surtout beaucoup d'exercices physiques puisqu'il faut leur courir après. Donc, il faut absolument privilégier les apprentissages, l'exercice physique. Il faut absolument privilégier les interactions sociales. Vous êtes à la retraite, vous avez du temps, investissez-vous dans une association, allez au contact des gens et ne restez pas enfermés devant votre télé. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y aura que la partie visuelle du cerveau qui va fonctionner et rien d'autre. Donc il faut absolument privilégier ces activités, cet apprentissage, etc. Et puis quelque chose aussi qu'on oublie de dire, mais l'activité sexuelle, le cerveau, il adore ça, parce que ça permet tout simplement d'activer beaucoup de zones cérébrales. J'avais un professeur d'endocrinologie qui disait l'activité sexuelle, c'est comme un orage neurovégétatif, parce que tout s'allume dans le cerveau. Donc, lorsqu'on part à la retraite, on ne va pas s'enterrer. Au contraire, il faut sortir et absolument privilégier pour que tout simplement les neurones fassent ces connexions. Ces connexions se font à la naissance, mais ces connexions peuvent se faire tout au long de notre vie. C'est cette extraordinaire capacité du cerveau à se reconfigurer en permanence face aux nouveaux apprentissages que vous lui proposez. Et cette extraordinaire capacité s'appelle la plasticité cérébrale. Elle existe, elle est phénoménale quand on est un jeune enfant, on le voit. Un enfant apprend à marcher, il apprend à parler, il apprend à écrire, mais cette plasticité cérébrale persiste chez la personne âgée. Donc,